Bonjour à tous et à toutes, je suis Anastasia Depaul, membre du comité équité de la Société Philosophie du Québec et j'animerai aujourd'hui le premier balado En Marge. En Marge est une création du comité équité de la Société du Philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier ignoré ou mal connu, un événement, une situation concrète pour montrer comment une approche philosophique, elle-même encore trop peu connue ou développée, permet de l'éclairer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Erika Oliveau-Marmignon. Alors, Erika, tu es diplômée de la maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal, où tu as travaillé sous la direction de Ryo Hachung. Tes champs d'expertise principaux sont l'éthique des relations internationales et la philosophie féministe, et tu travailles maintenant dans le domaine de l'éthique de la recherche. Aujourd'hui, on va parler du cas des réfugiés. C'est un cas qui est quand même connu. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas c'est quoi la crise des réfugiés, mais on peut quand même déjà se demander, est-ce qu'on sait ce que c'est un réfugié ? Pour moi, un réfugié, c'est quelqu'un qui va vivre un grand départ, un long voyage pour arriver dans un pays occidental. Est-ce que je me trompe dans ma conception de réfugié ? Oui, allô et merci pour l'accueil. Oui et non, ça va souvent être, je pense, une réponse de philosophe, là. Pour te dresser un portrait peut-être un petit peu plus juste, puis un petit peu plus éloigné des clichés, je vais passer par quelques chiffres, puis je vais essayer de les contextualiser. À la fin 2020, on compte 82,4 millions de personnes déracinées dans le monde. Pour te donner une idée, c'est à peu près 10 fois la population du Québec. Ceci étant dit, dans ces 82 millions, il y a à peu près la moitié, proche de 50 millions, oui, qui sont des déplacements internes, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas partis à l'extérieur de leur pays, mais qui sont déplacés d'une région à l'autre, en raison de bouleversements internes à leur pays. Donc après, on peut compter environ 35 millions de personnes qui sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, etc. Et même là encore, avec ce 35 millions, c'est pas tout à fait le portrait que tu viens de décrire qu'on s'imagine souvent. En fait, 86% des personnes réfugiées restent dans le sud global et 73% dans le pays voisin de celui qu'ils viennent de quitter. Donc finalement, les personnes qui vont se rendre au terme d'un long voyage, d'une longue traversée en Europe ou au Canada, c'est vraiment une minorité. Il y aura 6 millions de réfugiés dans les camps. Dans des camps de réfugiés, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir au cours de notre discussion. Et au final, les personnes qui bénéficient de la réinstallation, c'est-à-dire d'un accueil permanent, comme le Canada, par exemple, peut offrir à beaucoup de réfugiés, beaucoup entre guillemets, c'est seulement 1%. En 2020, c'est 35 000 personnes. Donc, je vous disais tantôt qu'il y a 10 fois plus de personnes déracinées dans le monde que d'habitants au Québec. Il y a moins de personnes qui trouvent l'asile, le refuge, la réinstallation qu'il n'y a d'étudiants à l'Université Laval avec 35 000 personnes. Donc, le portrait que tu décris, il existe, c'est une réalité qu'il ne faut pas diminuer, c'est dangereux, c'est terrible, on voudrait que ça n'arrive pas, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est ça la réalité de tous les réfugiés ou même de la majorité des réfugiés. Donc, si je comprends bien, la majorité des réfugiés, finalement, ne sort pas soit de camp, soit même de son propre pays. C'est ça. Donc, en général, on va parler plutôt quand on va faire de la philosophie de l'asile, on va quand même parler de ceux qui sont sortis de leur pays. En fait, la raison pour laquelle on compte quand même ces personnes-là qui sont déplacées à l'interne, c'est parce qu'ils sont sous le même régime de protection que les réfugiés. C'est-à-dire que c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un organe de l'ONU, qui va s'occuper d'essayer de leur apporter de la protection, de l'aide internationale, de l'aide humanitaire. Ceci étant dit, ça c'est peut-être la moitié environ des personnes déracinées. Et dans le reste, comme je disais, même ces personnes-là, ça va être des pays voisins. Donc, je pense 5 pays du Sud accueillent l'immense majorité des réfugiés qui ont quitté leur pays. Je pense que la Turquie était la première, je crois, mais il faudrait vérifier. Ce sont des chiffres... c'est beaucoup de chiffres à retenir. Et là, ce qui se passe pour ces personnes-là qui donc restent majoritairement aux frontières du Nord et qui ou loin même des frontières du Nord, comment ça se passe pour eux ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on connaît ou qu'on a plutôt tendance à ne pas voir peut-être ? Moi, je dois avouer que je ne sais pas trop comment ça se passe pour eux au quotidien.
Ben, le quotidien des camps de réfugiés, je vais surtout parler des camps de réfugiés, c'est vraiment pas extrêmement... ben, c'est plutôt dangereux, en fait. Et la raison pour ça, c'est que c'est des installations qui sont vraiment conçues pour être une réponse à une crise humanitaire urgente. C'est supposé d'être temporaire, mais finalement, ça dure dans le temps. Les camps de réfugiés qui se sont installés durent depuis des décennies. En 2016, le temps de déplacement moyen d'un réfugié, c'était de 17 ans, et même jusqu'à 26 ans, je crois, pour les personnes qui fuyaient la guerre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui restent des années, des décennies dans les camps de réfugiés. Il y a des enfants qui naissent et qui grandissent et qui passent une grande partie de leur vie. Le tout dans des conditions où ben, tu peux pas travailler, pas accès, tu peux pas sortir du camp de réfugiés, alors que pourtant le droit à la mobilité, c'est un droit qui est supposé d'être garanti par les droits de la personne, les droits internationaux, mais tu es confiné dans le camp. Sans possibilité de travailler, dépendant d'une aide humanitaire qui est variable, qui a été laborieuse avec la crise de la COVID. On s'imagine d'ailleurs, je pense qu'on ne réalise pas encore l'ampleur que la COVID a pu avoir sur la vie dans les camps de réfugiés, malgré... ben c'est ça... je pense qu'on ne réalise pas encore l'ampleur que la COVID a pu avoir dans les camps de réfugiés, alors que du confort de nos salons, ça nous a déjà paru assez difficile et sûrement à raison. Donc, c'est ça, la vie dans les camps. Et puis après, ça, c'est quand ça se passe bien, mais il peut en plus y avoir des enjeux de trafic, de discrimination, et tout ça sans la possibilité de quitter. Les personnes qui font le choix de quitter les camps de réfugiés et de rejeter cette solution-là que leur propose la communauté internationale et qui font preuve d'une agentivité à travers ce choix-là, ils peuvent aller vivre dans les villes des pays où ils se trouvent, donc souvent le pays voisin de leur pays d'origine, mais là, ils n'ont pas le statut de réfugiés, ils sont, comme sans statut, donc ils se retrouvent dans une économie de marché noir, etc. Et ils tombent complètement sous le radar. On a assez peu de chiffres, je crois, sur cette réalité-là. Et puis, il y a ceux, bien sûr, qui décident d'entreprendre le voyage pour aller obtenir l'asile, par exemple, en Europe ou dans d'autres pays qui leur semblent être une meilleure destination pour eux. Tout ce que tu nous présentes là, c'est vraiment intéressant. Ça nous montre vraiment la complexité du problème et la grandeur l'ampleur du problème. Philosophiquement, est-ce que on est apte à répondre à ce problème-là? C'est quoi les théories qu'on a pour le moment ou classiquement par rapport à ces questions-là? Oui. Alors, quand tu vas aller lire la littérature philosophique, ce que disent les philosophes des crises des réfugiés, ça tourne autour de plusieurs grandes questions et l'ensemble de ces questions-là que je vais présenter, on appelle ça l'éthique de l'admission. Puis en gros, bon, il y a la première question évidemment, qu'est-ce qu'un réfugié, qui est une question fascinante, on pourra y retourner. Mais outre ça, qu'est-ce qu'on doit aux réfugiés et pourquoi? Puis en général, la réponse va tourner autour de on doit aux réfugiés de les accueillir. Et pourquoi? Parce que c'est le devoir de secours. C'est un argument un petit peu humanitaire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et on est en mesure d'aller l'aider. Donc on a une obligation d'accueil. Puis après ça, la question, ça va être où est-ce que cette obligation d'accueil arrête? Et où commence la souveraineté des États, c'est-à-dire un État a le droit, admettent la plupart des philosophes, de contrôler ses frontières, mais un réfugié a le droit à l'accueil. C'est comme deux principes normatifs forts qui viennent en contradiction et qu'on va essayer de balancer. Et ça va être beaucoup ça, les discussions en philosophie. Ok, est-ce que tu trouves, toi, que c'est suffisant pour traiter du problème? Non. Non, ben tout simplement parce que il y a des gros angles morts. Tu sais, quand je parle de l'éthique de l'admission, donc de combien de réfugiés ou quels réfugiés est-ce qu'on a le droit de les choisir, mais j'ai dit que c'était seulement 1% des personnes qui en bénéficient. Donc oui, c'est des questions intéressantes, il faut se le demander, puis il faut affirmer que oui, le Canada peut accueillir plus, etc. Mais ça peut pas être les seules questions. Il faut donner une importance philosophique à la situation dans les camps de réfugiés, par exemple. Mais aussi,
à la question des déplacements et des frontières. On a dit que c'était très dangereux, mais pourquoi? C'est très dangereux en partie parce que les pays européens, puis la plupart des pays, en fait, ferment leurs frontières et rendent les déplacements plus difficiles. Et ça doit être analysé de façon critique comme des institutions politiques à part entière, puis pas juste comme si c'était normal que les frontières soient fermées, que les déplacements soient dangereux. Puis il y a aussi des gros angles morts par rapport aux analyses de genre et de race qui doivent... Ce sont des analyses qui sont importantes pour bien rendre compte de la situation des réfugiés. Par exemple, il y a les persécutions que vivent les femmes peuvent ne pas être reconnues par certains pays, parce que ce sont des persécutions qui ont plus lieu dans la sphère privée, c'est moins politique, c'est moins visible, ça fait moins réfugiés politiques. Il y a aussi des injustices épistémiques, puis là, qui vont être vécues tant par les femmes que les personnes racisées et les personnes à l'intersection de ces deux oppressions-là. Donc, quand une femme qui va fuir après avoir vécu des agressions sexuelles et qui va devoir le raconter à un agent frontalier homme, le fardeau de la preuve est plus fort et ça peut être plus traumatique. Il y a vraiment des difficultés particulières qui peuvent être vécues. Et ça, c'est si jamais la personne parle la langue et est capable de communiquer avec l'agent frontalier. Ah oui, puis ça, c'est un autre enjeu parce que techniquement, toute personne qui demande l'asile a le droit à un interprète, elle a le droit à être entendue dans sa langue, mais par exemple, je me rappelle d'un exemple où des personnes qui s'en allaient pour aller demander l'asile en Europe s'étaient fait intercepter par une agence frontalière dans les mers de la Méditerranée, mais il n'y a pas toujours des interprètes pour toutes les langues que parlent les potentiels migrants et les personnes sont refusées à ce stade-ci sans même avoir pu faire leur demande d'asile avec un interprète. Puis ça, c'est une violation au droit international puisqu'on n'a pas le droit, en fait, de refouler quelqu'un avant d'avoir entendu... vers des horizons dangereux avant d'avoir entendu sa demande d'asile. Et pour revenir sur la sphère privée, c'est une critique qu'on entend beaucoup des théories libérales en général, hein, donc les théories politiques qui vont défendre avant tout la liberté des individus, si on peut les résumer de cette façon. Et en philosophie libérale, effectivement, classiquement, on va dire, parce que les féministes vont venir le critiquer. Classiquement, on n'intervient pas dans la sphère privée. La sphère privée, c'est sacré, c'est la sphère familiale, c'est le cocon. L'État ne devrait pas venir nuire à notre conception du bien et notre façon de la pratiquer à la maison. Mais ça, c'est problématique comme tu le soulèves. Et c'est problématique aussi dans le cas donc, des réfugiés. Oui, puis j'irais même contester le fait que l'État ne s'immisce pas vraiment parce que parfois il y a des pays qui demandent par exemple aux couples mariés de faire leurs demandes ensemble. Ça nuit à l'autonomie et à l'agentivité des femmes qui veulent faire des demandes, qui pourraient vouloir faire des demandes séparément, par exemple si elles vivent de la violence conjugale, en plus de la situation qui leur a fait fuir leur pays. Donc c'est dangereux pour les femmes en général de vouloir trop séparer le privé du public, surtout qu'on peut vivre des oppressions et des violences, évidemment, dans la sphère privée. De l'effacer de la sphère politique, c'est nier que ça peut mener à des situations qui font que tu vas aller demander l'asile. Dans tes recherches, j'ai lu que toi, tu favorisais finalement une approche plus de l'éthique du care, qui est une approche qui va venir un peu répondre aux angles morts de la politique libérale. Comment, selon toi... Bon, premièrement, c'est quoi, selon toi, l'éthique du care? Et comment l'éthique du care peut venir répondre justement à ces angles morts? Oui, effectivement, dans mon mémoire, je choisis de corriger certains de ces angles morts avec l'éthique du care. Ceci étant dit, et avant de le définir, et je te promets que je vais le faire, je pense pas que c'est la solution philosophique qui va combler tous les angles morts. C'est une approche que j'ai choisie, puis il faudrait y en avoir d'autres. Il y a d'autres théories féministes. Une théorie critique de la race aussi devrait éclairer ces enjeux-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'éthique du care est la philosophie pour les gouverner toutes, mais c'est celle que j'ai choisie, puis je pense que ça fait quand même un beau travail. Donc, l'éthique du care, c'est une théorie éthique qui s'est construite un petit peu vraiment plus tard que les éthiques traditionnelles que sont le déontologisme, l'utilitarisme et évidemment l'éthique de la vertu. Puis c'est une éthique
Ben, éthique du care, je vais expliquer le terme. Care, on ne le traduit plus généralement. Ça s'est déjà traduit, mais la plupart des autrices francophones maintenant ne le traduisent plus parce que c'est ce mot anglais qui couvre en fait deux mots français, le soin et le souci. Prendre soin du monde et d'autrui, c'est une action, puis le souci, c'est une disposition éthique. Puis c'est important pour les éthiciennes du care de bien recouvrir ces deux sens-là. Maintenant, les particularités, il va y avoir en premier lieu une attention particulière au contexte. C'est ce qu'on appelle une méthodologie bottom-up et non top-down, c'est-à-dire qu'on part vraiment des particularités du monde réel pour dégager, pas des principes éthiques, mais pour dégager les responsabilités qu'on a les uns envers les autres. On ne peut pas juste faire un algorithme moral, décider c'est quoi les grands principes de l'action juste et ensuite l'appliquer dans le monde. Il faut partir de réalités concrètes. Oui, si je peux me permettre, finalement, ça vient en opposition, par exemple, à la théorie de la justice de Rawls, qui, lui, va créer de grands principes, notamment par sa position originelle et son voile d'ignorance. On va trouver des principes et ces principes vont nous guider. Là, avec la théorie du care, on va plutôt partir de cas particuliers pour essayer de trouver des situations d'injustice ou de justice. Oui, c'est exactement ça. Puis on va faire interagir les différents acteurs de cette situation, écouter leur voix, prendre en compte vraiment leur perception des situations pour dégager quelque chose comme une connaissance morale, si je peux le dire comme ça. Puis si je peux revenir aussi à ce que tu viens de mentionner sur John Rawls, mettons, l'exemple des crises des réfugiés montre la limite de ce genre d'approche qui part d'en haut parce que si tu fais juste lire l'éthique de l'admission et dans une perspective de « Ah oui, la justice, ça serait d'accueillir plus de réfugiés, etc. » Et à moins de te confronter au monde empirique, tu ne vas pas te rendre compte de l'angle mort qui est, en fait, on ne parle pas de la réalité des crises des réfugiés. Je pense que c'est un excellent exemple qui montre la limite de la théorie idéale, puis qui montre la limite de... outre l'enjeu théorie idéale, mais qui montre bien la limite de ce genre d'approche qui part des principes avant d'aller dans le monde. On parlait justement juste avant du fait qu'il y avait la crise des réfugiés, ça englobe plein d'autres problèmes. Il y a plein d'autres crises qui se passent. On peut dire finalement qu'il y a comme une crise visible et une crise invisible, pour reprendre les mots dans ton mémoire. Est-ce que l'éthique du care permet de mettre plus en avant ces côtés invisibilisés? Dans le fond, je vais revenir, oui, exactement sur crise invisible et crise visible. Puis ça, je cite les travaux de Serena Parek, son livre No Refuge, paru en 2020 ou 2021, qui est vraiment un ouvrage majeur sur la question et auquel mon mémoire doit beaucoup. Donc, dans le fond, les crises visibles, c'est les crises médiatisées. La crise en Ukraine, par exemple, en ce moment, l'afflux, entre guillemets, on ne voit pas les guillemets dans le podcast, mais l'afflux de réfugiés aux portes de l'Europe, ça a l'air d'être une crise dans les médias, mais c'est en fait la pointe de l'iceberg et surtout une conséquence de la vraie crise qui est la situation dans les camps de réfugiés et qui est pas qu'une simple malchance, qui est une véritable injustice. Ce sont des personnes qui, selon le droit international, ont le droit à aller chercher refuge, qui ont le droit d'être accueillis dans un autre pays, mais aucun pays n'a l'obligation de les accueillir. Bon. Donc ça, c'était pour expliquer un petit peu la crise visible et invisible. Maintenant, je pense qu'une des choses que l'éthique du care peut nous permettre de faire, c'est de donner vraiment de la visibilité à ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Ce qui se passe dans les camps de réfugiés, ce que l'ONU, pas l'ONU, mais le commissariat aux réfugiés fait finalement, c'est du soin. Ça va être des médicaments, ça va être s'occuper de gérer vraiment la vie quotidienne dans toute sa vulnérabilité des personnes qui sont là, qui sont vulnérables. Et ça, c'est quelque chose que l'éthique du care, donc le prendre soin, politise, visibilise, puis critique. C'est-à-dire qu'on a une lecture critique, puis on ne fait pas juste prendre pour acquis. C'est comme si dans la philosophie classique, ce ne serait pas un sujet assez important pour être digne d'intérêt. Ça va juste de soi, c'est quoi l'aide humanitaire. Puis je pense qu'une perspective du care, on refuse cette idée-là, puis dit, si on prend soin des personnes, ces personnes-là, par exemple, ont un mot à dire sur comment elles reçoivent ces soins. Il y a des dynamiques de pouvoir qui peuvent être problématiques. On doit y porter une attention philosophique. Donc ça, je pense que c'est un des angles morts que ça permet de corriger.
Dans les théories classiques aussi politiques, on parle quand même de responsabilité, mais c'est un concept de responsabilité qui, toi, ne te satisfait pas. Euh, Dans ton mémoire, tu parles de responsabilité relationnelle, et ça fait tout de suite écho à l'éthique du care, à cette idée de relation. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Exactement. En fait, l'ensemble des théories plus classiques en philosophie, on prend pour acquis que on est dans une société déjà formée. On accepte qu'on a des relations, des responsabilités morales avec nos concitoyens, mais il reste à prouver qu'on en a envers les étrangers. Et ça, c'est la raison pour laquelle les crises des réfugiés et la philosophie de la migration en général, c'est une épine dans le pied des philosophes politiques. Puis c'est la raison aussi pour laquelle le débat des frontières ouvertes est aussi important en ce moment en philosophie. Donc pour revenir à l'éthique du care puis à la responsabilité relationnelle, l'éthicienne du care comme Tronto va dire que les responsabilités proviennent de nos relations. Et à partir de là, l'exercice que je fais, c'est savoir quelles sont les relations que l'on a avec les réfugiés. Et quelles sont ces relations qu'on a avec les réfugiés? Je suis contente que tu me le demandes. Déjà, il y a des relations coloniales, historiques et néocoloniales, des relations qui sont liées à l'économie mondiale et aux structures économiques qui maintiennent certaines populations du monde dans la pauvreté structurelle. Aussi, les catastrophes environnementales, on peut se permettre d'avoir le mode de vie qu'on a parce que, et ce mode de vie-là cause, ou en tout cas contribue, c'est le même réseau de structures qui crée des réfugiés climatiques, par exemple. Et toutes ces relations-là, la colonisation actuelle et continue, et passée également, ça fait un réseau de relations à l'échelle mondiale, et ce réseau de relations crée des responsabilités envers les réfugiés. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, individuellement, qui doit quitter son pays à cause de la colonisation. On n'a pas besoin de faire une preuve aussi forte, parce qu'on se concentre vraiment sur le fait qu'on est interdépendant, on est connecté par notre histoire, et ça crée une relation significative qui amène une responsabilité particulière. C'est un point important dans l'éthique du care, la conception de l'être humain comme interdépendant, comme vulnérable. C'est très intéressant parce que en philosophie classique, on a tendance à voir l'être humain comme une raison pure, comme un individu un peu indépendant, et on oublie quelque part notre interdépendance. On est dépendant des autres à un moment donné ou l'autre dans notre vie. On a été dépendant de nos parents, on va être dépendant de nos enfants, on est dépendant de nos amis et de toutes sortes, et de notre société certainement. Et donc le care vient nous montrer finalement un peu cette interdépendance, et part de cette interdépendance plutôt que de partir d'une conception de l'être humain comme dépendant irrationnel. Oui, exactement. Puis ça permet aussi de renverser un petit peu le fardeau de la preuve de pourquoi on devrait prouver qu'on a des responsabilités morales envers quelqu'un qui est juste de l'autre bord de la frontière, alors qu'on prend pour acquis que c'est déjà le cas avec les personnes qui sont, par exemple, de notre pays ou dans notre groupe social. Effectivement, donc là, finalement, dans une théorie classique, c'est un peu aux réfugiés de nous prouver qu'on devrait prendre soin d'eux, là où, dans une théorie du care, on serait plus dans, on a une relation, on a une responsabilité, maintenant, comment on pourrait expliquer pourquoi on ne prend pas soin d'eux? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je pense aussi que on tend à refouler un petit peu tout ce qui nous confronte à cette vulnérabilité-là, puis à cette interdépendance-là. Puis les gens ils veulent les success stories, les histoires à succès liées aux réfugiés, mais je pense on veut pas voir, on veut pas voir vraiment ce qui se passe. C'est une des dynamiques là, médiatiques, je pense, en lien avec ça. Là, on ne veut pas voir finalement ce qui se passe, et pour toujours rester dans le lien un peu avec le care met en avant un concept vraiment important qui est l'empathie. Finalement, on devrait ressentir de l'empathie pour les personnes réfugiées. Est-ce que cette empathie est vraiment le meilleur guide que l'on pourrait avoir pour comprendre la crise des réfugiés? Je me permets cette question car on observe, on l'a déjà mentionné un peu avant, il y a des réfugiés pour qui on a plus de considération que d'autres. Si on prend la crise en ce moment en Ukraine, on a beaucoup d'empathie
pour les Ukrainiens qui vivent une situation atroce. Pourtant, on n'est peut-être pas aussi sensible aux réfugiés, par exemple, d'Afrique subsaharienne. Oui, ben exactement. En fait, c'est une excellente question, puis qui est absolument centrale dans les éthiques féministes en général, la question de l'empathie, puis plus largement des émotions, hein, du rôle des émotions en éthique. Puis la question est évidemment d'actualité. J'ai vu un débat dans la presse aujourd'hui par rapport des interprètes afghans qui trouvent qui sont choqués par le deux poids, deux mesures du traitement de leur demande d'asile par rapport à celle de l'Ukraine. Mais je vais répondre en 2 points. Dans un premier temps, oui, l'émotion est importante. L'émotion a une valeur morale. Il y a quelque chose que je trouve très curieux de la façon classique de faire de l'éthique qui est un petit peu désincarnée, où on se détache de ses émotions, alors qu'il me semble que l'expérience morale dans la vie, c'est quelque chose qui est relié avec quelque chose qu'on ressent. Ceci étant dit, c'est absolument un pilier, puis je m'éloigne de l'éthique du care, mais de toute la philosophie féministe, que nos émotions sont politiques et qu'elles peuvent être examinées critiquement. Donc oui, c'est important de ressentir des émotions de souci, d'empathie, des émotions qui ont une valeur morale, aussi de colère et d'indignation face à l'injustice. Ce sont aussi des émotions qui sont des guides morales, mais il faut prendre en considération le monde dans lequel elles sont construites et qui nous amène effectivement à avoir plus d'empathie envers certains réfugiés qui nous, et encore une fois les guillemets qu'on ne verra pas, mais nous ressemblent par rapport à tous ceux qu'on ne voit pas. Puis on a beaucoup d'empathie, il y a vraiment une vague de démonstration de solidarité internationale envers les Ukrainiens qui fuient leur pays. Puis une des réponses, c'est de dire « Ah ouais, mais c'est hypocrite ». Oui, mais c'est bien d'avoir cette réaction-là. Il faut pas se souhaiter que la réaction serait moins bonne. Il faut juste souhaiter qu'elle serait la même pour toutes les populations. Pour toutes les populations qui en ont besoin. Puis souvent, on va comparer à les Afghans, je viens de citer l'exemple, ou encore les Syriens, mais ça, c'est encore des choses qui sont relativement visibles par rapport aux réfugiés qui vont être plus criminalisés et invisibilisés, par exemple d'Afrique subsaharienne. Puis dans son livre Noir sous surveillance, Robin Maynard, il y a un chapitre sur la migration que vraiment je recommande à toute personne qui s'intéresse aux enjeux de racisme dans le contexte canadien. Puis elle montre bien comment les systèmes de demande d'asile sont particulièrement difficile d'accès pour les personnes noires, pour les personnes somaliennes en particulier, qu'il y a une criminalisation de ces personnes-là, puis ça vient jouer dans l'empathie, on a moins d'empathie, on ressent des émotions comme la peur. Il y a eu des campagnes de peur, évidemment racistes par rapport à ça. Donc oui, l'émotion c'est important, mais c'est tout aussi important d'avoir un regard critique face à elle pour se rendre compte parfois de ces asymétries, puis de l'injustice qui peut venir se loger là, vraiment aussi profondément c'est ça, dans notre vie intérieure. Là. Ça me fait beaucoup penser au travail aussi de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, elle travaille beaucoup sur les émotions démocratiques, justement. Et dans les émotions, elle parle du fait qu'on a la tendance empathique, mais on a aussi la tendance du dégoût. Et elle critique finalement un peu les sociétés occidentales pour le fait qu'au lieu de développer notre sentiment peut-être d'empathie, on a tendance à développer notre sentiment d'invulnérabilité. On veut se présenter comme un invulnérable, ce qui renforce en fait quelque part notre honte, qui va nous amener à du dégoût. C'est tout un processus chez elle, mais qui va nous amener aussi à un dégoût de l'autre, hein, parce qu'on se sent vulnérable, mais on ne veut pas l'être. Alors, on reporte finalement un peu on reporte notre insatisfaction sur les autres. Et ça provoque donc cette distinction entre ces personnes-là, les autres, qui nous dégoûtent, et ces gens qui me ressemblent que je préfère. Alors, j'aime beaucoup ton idée de critiquer nos émotions, mais aussi de se dire pourquoi ne pas ressentir cette empathie-là pour les autres. Hein, c'est effectivement la question qu'on devrait peut-être se poser, hein, pourquoi on ne ressent pas cette empathie pour les autres. Oui, effectivement. Puis après ça, il suffit pas d'être empathique. Puis ça, je veux insister là-dessus. Il suffit pas d'avoir de la compassion si on ne fait rien, puis si on ne change pas
au moins nos habitudes, au moins nos discours, au moins de pas confronter ou prendre la parole quand on remarque des différences de traitement injustes. Puis même, il faut changer les structures politiques qui mettent les réfugiés dans les situations dans lesquelles ils sont. Si on veut atteindre une situation de justice internationale, c'est absolument crucial. Puis ça, je pense que ça ferait quand même consensus que le système des réfugiés qui devrait les protéger a échoué. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette émotion-là, qui peut être l'empathie, qui peut être la colère ou l'indignation, doit ensuite être canalisée. Puis la grande question, c'est comment, de quelle façon. Puis c'est des questions peut-être qui me dépassent, mais que je veux lancer à la réflexion pour être sûr qu'on ne s'arrête pas à la simple compassion. Erika, je me demande pourquoi il y a tant d'angles morts dans la pensée classique philosophique. Pourquoi est-ce que et on le voit avec la crise des réfugiés, on est finalement si peu outillé pour répondre à cette question. Oui, merci pour la question. Dans le fond, je pense qu'il y a déjà un problème avec notre formation de philosophe. Puis il y a un problème avec des pincettes, mais on a peu de considérations empiriques, puis ça, je l'ai mentionné, puis on n'est pas formé pour l'avoir non plus. Alors, je m'y suis un petit peu tentée dans mon mémoire, puis dans notre discussion aujourd'hui, mais c'est pas ma zone de confort, puis ça, je pense que ça fait en sorte qu'on peut manquer des pans de la réalité de notre monde. Mais outre ça, on a aussi un problème, et ça, c'est peut-être propre des façons très classiques de faire de la philosophie, mais on croit on se rend pas compte que notre point de vue est situé. On pense que quand on dégage des beaux principes moraux, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose d'impartial. Et pourtant, les philosophes féministes les philosophes féministes montrent depuis longtemps que ça ne l'est pas, que c'est un point de vue situé de philosophes. Et des bancs des philosophes sont complètement absents. En grande partie, les réfugiés, les personnes concernées, les personnes qui vivent l'injustice sont des départements. Le monde académique en général, c'est un univers très, très uniforme, homogène. Mm-hmm. C'est un univers très homogène. Et ça, c'est une chose. Puis en plus, le fait qu'on ne se rend pas compte qu'il l'est, on ne se rend pas compte que notre position de nous, philosophes blancs, dans une université, dans une démocratie du Nord, vient informer la façon dont on pense la crise des réfugiés. Par exemple, on va juste se poser des questions d'accueil et on va complètement ignorer la question des camps de réfugiés, puisque finalement, ça ne nous concerne pas. Ça n'implique pas notre pays. Et encore, ça serait discutable puisque ce sont les pays du Nord global qui financent le commissariat aux réfugiés. Mais tout ça pour dire que vraiment on a un problème, je pense que peut-être épistémique et méthodologique qui crée ces angles morts. Mais tu vois, Erika, je pense déjà commencer à répondre à notre dernière question. Dans notre balado, on aime terminer avec cette même question pour tous nos invités. On se demande pourquoi, donc on t'a invité dans ce balado qui s'appelle En marge, donc des sujets qui sont en marge de la philosophie. Pourquoi le thème du care et la crise des réfugiés est un sujet qui est en marge, et surtout, comment est-ce qu'on pourrait rendre ce sujet moins en marge? Très grosse question. Donc oui, je pense qu'effectivement, je viens de commencer à répondre, surtout pour la question des crises des réfugiés, là, de manque de considération publique, point de vue situé, puis le peu de diversité des voix. Puis plus on monte, plus c'est le cas, je pense. Plus on monte, je veux dire, entre les étudiants, puis ensuite de plus en plus avancés dans leur carrière, plus c'est le cas. Il y a aussi un attachement particulier puis ça c'est un élément de réponse parmi d'autres, mais c'est celui que j'ai choisi de partager aujourd'hui. Je pense qu'on a un attachement dans les départements de philosophie extrêmement spécial à un espèce de corpus classique qui fait qu'on cantonne les perspectives féministes, les perspectives décoloniales à un champ, et on les met... Ça a sa place, mais dans le cours de philosophie féministe, ou ça a sa place dans la séance sur ces théories-là, entre guillemets. Puis, les personnes qui continuent de faire de la philosophie extrêmement classique vont reconnaître peut-être que c'est un domaine d'expertise en philosophie à part entière, mais ne vont pas l'intégrer puis l'accueillir vraiment comme un interlocuteur de leur domaine d'expertise. C'est-à-dire que, par exemple, le travail que j'ai fait, il va être considéré pour des philosophes qui font de l'éthique du care ou de la théorie féministe des relations internationales, mais
pas forcément accueillis par des personnes qui travaillent tout simplement en éthique des relations internationales, puis ça va être relégué vraiment à quelque chose de en marge. Donc je pense que c'est cette façon de délimiter le corpus, puis de ne pas considérer que ces nouvelles théories-là elles font un apport épistémique, philosophique important. Elles amènent des critiques qui sont cruciales et qui vont permettre de bonifier la qualité en fait de nos travaux philosophiques, mais c'est vu comme une affaire de diversité et pas comme une expertise, une théorie, un apport philosophique en tant que tel. Finalement, quelque part, on devrait arrêter d'avoir des cours à option qui sont pensées féministes et commencer à avoir un petit peu plus d'interlocutrices avec leurs critiques qui sont très justes dans les cours classiques, finalement. Oui, c'est ça, pas toujours... Puis même dans les cours classiques, pas avoir une séance avec toutes les théories féministes, mais quand on voit le cours avec ce concept-là, d'intégrer les critiques féministes en tant que critiques et non pas en tant que des philosophies féministes que des féministes ont développé, vraiment comme ça fait partie du corpus. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les enseignants, nos professeurs, nos chargés de cours pourraient essayer d'intégrer un petit peu plus, de décloisonner les savoirs. Puis je dis féministe, mais je ne veux pas qu'on... Je dis féministe, mais je parle pas juste des théories féministes, évidemment, mais de tous les savoirs, les productions de savoirs philosophiques qui sont en marge. Écoute, merci beaucoup, Erika, pour cet entretien. Merci à toi, merci au comité Équité pour votre invitation et pour votre accueil. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'était un plaisir partagé, c'est très intéressant et j'aurais aimé parler encore plus longtemps, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, je veux remercier évidemment Erika Oliveau-Marmignon qui est venue aujourd'hui nous présenter ses recherches sur la crise des réfugiés et sur sa recherche sur le CARE. Le comité Équité aimerait aussi remercier nos collaborateurs et nos collaboratrices sans qui le projet n'aurait pas pu être possible. Tout d'abord, nous souhaiterions remercier le CRE qui nous a aidés pour l'orchestration des enregistrements à Montréal comme celui-ci. Remercier Gabriel Frenette, notre monteur audio, Emmanuel Boutin, notre BDiste et évidemment la Société de philosophie du Québec pour leur confiance. Et le plus important, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci. Merci.